va voir qu'en matière de fiscalité des sociétés, il faut également s'organiser. Donc s'organiser pour sa fiscalité société, mais également s'organiser pour sa fiscalité perso, car on peut difficilement dissocier les deux dans les TPE, c'est-à-dire que ça serait absurde d'optimiser sa rémunération de gérance au détriment de sa société en payant énormément, par exemple, d'impôts sur les sociétés. Donc du coup, tout au long des démonstrations, il faudra bien garder en tête l'imposition personnelle du dirigeant et l'imposition de sa société qui est gérée conjointement. Donc du coup, en termes d'optimisation, bêtement, régulièrement, on voit des clients qui, par exemple, n'optimisent pas forcément toutes les charges qu'ils pourraient déduire dans leur société. Ça peut être des charges, évidemment, il faut qu'elles aient un lien avec l'objet social de la société. Mais on voit encore beaucoup de clients qui arrivent, qui travaillent partiellement ou totalement à domicile et qui ne déduisent pas une quote-part de loyer. Dans nos portefeuilles clients, 80% de nos clients nous disent oui, effectivement, le soir ils rentrent, ils font leur devis chez eux, ils font leur facturation, ils font de recouvrement et pour autant, ils ne déduisent pas une quote-part de bureau qui pourrait être légitime chez eux, une quote-part d'internet, une quote-part de téléphone fixe. Donc il y a déjà un premier inventaire à faire chez soi pour voir quelles sont les charges qui ne sont pas forcément encore déduites dans sa société. On a également, par exemple, des mutuelles. J'ai encore beaucoup de gérants qui ont une mutuelle perso, comme à n'importe quel salarié, qui n'ont pas pris une mutuelle éligible Madelin, qui peuvent déduire aussi de leur société. On a également des règles comptables qui ne sont pas totalement bien utilisées. Donc, des dépréciations de stock, ça paraît évident, mais chaque année faire son inventaire, certes, mais bien penser à qu'est-ce qui peut être périmé ou dégradé, ce qu'on peut déprécier. Ça fait de la charge et c'est de la charge déductible. Idem pour les clients, créance client, faire à la fin de l'année, faire un point, savoir ce qu'on va pouvoir recouvrir, pas recouvrir, à quel pourcentage on pense qu'on peut recouvrir. Là également, avec des lettres de relance, avec un dossier bien constitué, ce sont des provisions qui sont déductibles fiscalement. On a également des provisions pour grosses réparations, tout un attirail de provisions qui existent et qui peuvent être utilisées si on peut anticiper des dépenses à venir. C'est dommage d'avoir une fiscalité forte à un instant T, puis après du déficit par la suite. Ça a encore plus d'impact à l'impôt sur le revenu où le barème est progressif, comme on va le voir tout à l'heure, où du coup, si c'est sur une année exceptionnelle avec un gros bénéfice, il faut absolument essayer de le réduire, car avec les tranches marginales, on peut vraiment avoir une imposition très forte. Donc, l'optimisation, c'est des choses basiques, mais c'est aussi après des choses un petit peu plus complexes, comme les leviers fiscaux. Donc, on en a parlé déjà tout à l'heure, la défiscalisation Girardin industrielle ou le logement intermédiaire pour les sociétés à l'IS comme à l'IR. Enfin, Girardin industriel pour l'IR et le logement intermédiaire pour les sociétés à l'IS. Le crédit d'impôt sera de 38,25 et de 35% à l'IS. Et ça, c'est prolongé jusqu'à 2020. Donc, du coup, en termes d'investissement Girardin industriel, c'est vrai que pour les entrepreneurs, il faudra anticiper s'il y a des camions à renouveler ou quoi. Il y a tout un intérêt à le faire avant 2020, car à l'IS, en créant un déficit, ce déficit est indéfiniment reportable en avant. C'est-à-dire que ça peut valoir le coup d'anticiper une acquisition, quitte à ce que la fiscalité sur le moment ne soit pas forcément très élevée, mais par la suite on va pouvoir continuer à déduire cet investissement, la défiscalisation. On a l'intégration fiscale, on a des véhicules utilitaires et hybrides qui commencent à être très intéressants aussi au niveau fiscal. Bon, l'intégration fiscale, généralement, quand on est éligible à ce genre de schéma, notre expert comptable nous en tient informé. En revanche, ici, des fois, les gens ne sont pas trop au courant que le véhicule utilitaire est déductible à 100%. C'est-à-dire que j'achète un camion ou une camionnette ou un fourgon à 30 000 €, je peux déduire 30 000 €, contrairement à un véhicule de tourisme qui sera plafonné à 18 300, voire 9 900 s'il est très polluant. Pour les hybrides, ça c'est une nouveauté, les hybrides 100% électriques sont défiscalisables jusqu'à 30 000 €. Et la valeur de la batterie doit être considérée à part. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple d'un véhicule qui roule beaucoup BMW ces derniers temps, le prix du véhicule est de 45 000 €, 30 000 € le véhicule, 15 000 € la batterie, on a donc 45 000 € de défiscalisable 100%, soit le prix du véhicule qui peut être défiscalisé. Donc, toujours dans les petits outils de défiscalisation, à noter que le taux d'IS va diminuer. Il va diminuer progressivement de 28% à 26,50 pour enfin passer à 25% en 2022. Donc ça, c'est à garder dans un coin de sa tête parce que ça va pouvoir redonner de l'intérêt à la distribution de dividendes et à certains schémas d'optimisation. Et nous, au passage à l'IS, lorsque certains se posent la question, 25% contre 33% actuellement pour le résultat supérieur à 38 120 €. Sinon, il restera imposé à 15% pour le résultat inférieur à 38 120 € pour les TPE-PME.
Toujours dans les nouveautés, le taux marginal n'a pas trop changé, mais on a toujours notre tranche à 45. Mais dans les nouveautés, on a ça, au niveau du RSI, donc je pense qu'il y a bien des gens au RSI. Fin de l'abattement de 50% jusqu'à hauteur de 39 228 €, soit un plafond annuel de la sécurité sociale, si le revenu de référence est supérieur à 2 passes, soit 98 000 €. Donc là, attention, à partir de l'année prochaine, il va y avoir un intérêt à surveiller sa rémunération, si on le peut évidemment, pour ne pas dépasser ce plafond au risque de perdre certains abattements. Donc ça, c'est pas encore totalement voté, mais ça sera à surveiller pour l'année 2018. Toujours dans les tuyaux sur le RSI, fin du calcul des cotisations à payer dans l'année N sur N-2, mais les cotisations seront donc calculées sur N-1, c'est-à-dire que par exemple, pour prendre un exemple concret, les revenus de 2017 seront déclarés au RSI comme à l'impôt sur le revenu à partir de mai de l'année prochaine. Auparavant, en 2018, j'aurais payé des cotisations RSI calculées sur 2016. Désormais, non, ils vont se mettre à jour dès qu'on aura déclaré nos revenus pour nous envoyer tout de suite une régule de cotisation qui sera donc calculée sur l'année précédente. Donc en soi, ça ne change pas grand-chose, car de toute façon, les régules étaient faites en N+2. Donc c'est finalement un cadrage sur la métropole qui ne change pas forcément le diagnostic financier à faire sur sa rémunération. En revanche, on a des diminutions de taux de 2,15 sur les cotisations familiales, une hausse de 1,7 de la CSG dont on a entendu parler à plusieurs reprises par le gouvernement, et enfin une diminution de 1,5 des cotisations maladie pour les revenus inférieurs à 43 000 €. Donc ça, c'est les petites nouveautés RSI à venir pour 2018. Donc ici, on vous propose une petite simulation pour les SCI. Donc comme on a vu tout à l'heure, comme Jean-Marc nous a fait la petite démonstration, à l'IR, on a, par exemple, là je prends un exemple pour une SCI qui a un patrimoine de 700 000 €, avec des loyers de 50 000 €, soit à peu près 7%, comme évoqué tout à l'heure par Jean-Marc. On encaisse donc 50 000 € par an. On a des charges de gestion d'environ 6 000 €, on a des intérêts d'emprunt, si on a un emprunt de 9 000 €, des charges d'entretien de 6 000 €. À l'IR, notre résultat avant amortissement sera de 29 000 € et notre résultat après amortissement sera toujours de 29 000 €, car à l'IR, on ne peut pas déduire la valeur du bien. Il n'y a pas d'amortissement. Contrairement à une SCI à l'IS, où juste ici, même déduction, c'est-à-dire charges de gestion, intérêts, entretien déductible, mais un amortissement déductible, potentiellement de 35 000 € dans l'exemple, soit un résultat fiscal négatif. Donc ici, on sera imposé à l'impôt sur le revenu et à la CSG sur 29 000 €, donc barème progressif, encore une fois, comme expliqué tout à l'heure, puis CSG, contre ici, pas d'imposition à l'IS. En revanche, quand on est ici, ça c'est une charge qui n'entraîne pas de décaissement de trésorerie. Donc on peut avoir un déficit, mais avoir de la trésorerie sur la société, voire un résultat ici positif. Parce que ici, on anticipe la dégradation entre guillemets du bien. Donc ici, quand on a un déficit ici, on n'a certes pas payé d'impôt sur les sociétés, mais l'argent, il est toujours sur le compte bancaire de la SCI. Alors que ici, il est sur le compte bancaire de la SCI certes, mais on peut se faire un virement du résultat à son compte perso, c'est déjà fiscalisé via sa 2044, ça sera de l'argent, donc du coup, entre guillemets, propre. Alors que ici, l'argent qui est sur le compte bancaire ici, si on décide de se le virer sur son compte perso, il y aura soit une distribution de dividendes, soit une rémunération de gérance. Mais on sait que beaucoup de SCI ne dégagent pas de trésorerie et ne permettent pas de se rémunérer pendant toute la durée de vie de la SCI, ou du moins pendant la durée de vie de l'emprunt. Donc c'est sur une SCI où il y a de l'emprunt, et que le revenu mensuel est supérieur ou égal, si la mensualité de l'emprunt est égale au revenu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dégager de trésorerie pour soi, c'est dommage d'être fiscalisé à la fin. Autant se placer en SCI à l'IS. En revanche, il y a toujours un mais, la plus-value dans le cas de la SCI à l'IR est imposée à 19%, puis jusqu'à 6% suivant le montant de la plus-value, mais on a malgré tout un abattement par durée de détention. Donc ici, on peut voir que moins de 5 ans, pas d'abattement, mais dès 10 ans, par exemple, on a 30% d'abattement. L'abattement pour la CSG est plus long. Donc ici, je me suis arrêté ici à 22 parce que on a 100%, mais il faut aller jusqu'à 30 ans pour avoir un abattement de 100% de la CSG. Mais plus on détient le bien pendant une longue période, plus la plus-value sera faible grâce à l'abattement. Contrairement à l'IS, où le bien est amorti, donc la valeur nette comptable diminue chaque année,
Et donc la plus-value, c'est le prix de vente moins la valeur nette comptable, soit plus on attend, plus la plus-value est élevée, et la plus-value sera imposée à l'IS, donc potentiellement à 33% actuellement, 25% plus tard, contre 19% d'hier, mais 17,2 de CSG à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est à chacun de faire son calcul, savoir si on veut revendre le bien rapidement ou pas, si les revenus locatifs sont très élevés ou pas, s'il y a de l'emprunt, voilà, c'est à prendre en compte. Il y a plusieurs facteurs, mais pour une SCI où il y a un emprunt et où on ne souhaite pas revendre le bien rapidement, quasiment systématiquement, on vous conseillera de se mettre à l'IS pour pouvoir ne pas être fiscalisé pendant toute la durée de vie de l'emprunt. Donc là, j'essaie de parler un petit peu de l'apport cession. Donc c'est un schéma d'optimisation fiscale qui commence à être très utilisé. C'est que ça permet d'échapper à la plus-value de cession de titres de société. Donc d'habitude, le schéma classique, c'est une personne physique qui détient une société d'exploitation, un restaurant, une société de BTP, peu importe. L'idée, c'est que cette personne physique apporte les parts qu'elle détient de cette société à une holding. Donc ici, il y aura donc une évaluation de la société. Un commissaire aux apports va certifier la valeur, va confirmer la valeur, et on pourra donc apporter ça à la holding. Donc du coup, il y aura un capital social de la valeur de cette société, et en échange des titres de cette société. Donc du coup, ce ne sera plus la personne physique qui détient la société d'exploitation, mais la holding. À partir de ce moment-là, si donc, la personne physique décide de vendre les parts de cette société d'exploitation qui est désormais détenue par la holding, on pourra avoir ce qu'on appelle un sursis d'imposition. Un sursis d'imposition, c'est quoi? C'est, imaginons qu'on évalue cette société à 100 000 euros. La personne physique l'apporte à la holding pour donc 100 000 euros. Si cette société est vendue 3 ans après 100 000 euros, la holding ne constatera pas de plus-value, car elle est déjà valorisée à 100 000 euros dans cette holding. C'est la plus-value latente sur la personne physique qui est donc en sursis. Le sursis demeure tant que cette personne physique ne vend pas les parts de la holding. Donc, ça c'est le schéma classique si on peut se permettre d'attendre 3 ans de détention, c'est-à-dire qu'on fait son apport et 3 ans après on vend. Malheureusement, on se rend compte régulièrement que des gens pas préparés décident de vendre, se disent aïe 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 plus-value et font l'apport, font ce schéma. Donc là, l'administration fiscale nous dit si jamais on vend avant les 3 ans, c'est possible, mais il faut que le produit de la vente soit réinjecté à plus de 50% dans l'économie, donc dans une société bénéficiant du réemploi. Donc c'est vraiment un schéma intéressant parce que si jamais soit si on revend jamais les parts de cette société, soit si on revend les parts au-delà de 3 ans, soit si on revend les parts avant 3 ans mais qu'on réinjecte 50% dans l'économie de la société, la plus-value latente ici ne sera pas imposée. Et l'idée, généralement, c'est de pouvoir transmettre les parts de cette holding à ses enfants. Et s'il y a transmission des parts de cette holding à ses enfants et que les enfants conservent les parts de la holding pendant plus de 18 mois, la plus-value s'envole. Donc ça, c'est un schéma à conserver dans sa tête parce que en cas de revente avant un départ à la retraite, pour bénéficier de l'abattement de 500 000 euros, qui, a priori, par la loi de finances 2018, pourra être appliqué à n'importe quel moment de sa vie, mais qu'une seule fois dans sa vie, c'est un schéma qui permet de totalement annuler la plus-value. Il y a quand même quelques précautions à prendre. Donc là, si revendre des parts dans un délai inférieur à 3 ans pour maintenir le report d'imposition, si les conditions suivantes sont respectées. Réinvestissement de 50% du produit de la cession des titres E, donc la société d'exploitation, par la holding H. La holding H doit détenir le contrôle de la société dans laquelle elle réinvestit. Sauf si elle participe à la souscription initiale ou à une augmentation de capital de la société cible R. C'est-à-dire que quand on réinvestit l'argent, les 50% du produit de la cession, il faut soit avoir le contrôle de la société, soit intervenir lors d'une souscription initiale ou à une augmentation de capital. L'activité de la société cible doit être également avoir. C'est pas toutes les activités qui sont éligibles. Elle doit être commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de l'acquisition ou la souscription de parts de fonds communs de placement à risque FCPR et des acquisitions immobilières destinées à la location immobilière, qu'elles soient non meublées ou revêtant un caractère civil ou patrimonial. Enfin, il y a aussi une notion d'abus de droit qu'il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même un but économique, c'est-à-dire qu'il faut que la holding ait un rôle. Un rôle, c'est-à-dire de pouvoir prouver que c'est pour une meilleure gestion du patrimoine qu'on a fait ce schéma. Et un délai raisonnable de conservation des titres
qui, par la jurisprudence, est de 7 mois. C'est-à-dire qu'on parle de revente avant les 3 ans possible si réinjection du produit de la plus-value à hauteur de 50%, mais il est vraiment conseillé de conserver au moins les titres 7 mois, histoire que le fisc ne puisse pas dire qu'on a fait ce montage uniquement dans le but de cette revente. Et enfin, dernier point, dernière nouveauté, rien à voir avec la concession, on change de sujet. Au niveau des auto-entrepreneurs, à noter un rehaussement des seuils du plafond du chiffre d'affaires pour les auto-entrepreneurs. Donc pour 2018, pour une activité de négoce, on pourra aller jusqu'à 170 000 € de chiffre d'affaires et rester auto-entrepreneur, avec un abattement forfaitaire de charge de 71%. Donc ça, à chacun de calculer dans sa tête si jamais ça vaut le coup d'être au réel ou pas. Si on a moins de 71% de charge, c'est préférable d'être finalement des fois en tant qu'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est à calculer et à affiner avec un expert comptable. Pour les activités de prestation de service, le seuil il est monté à 70 000 € avec un abattement de 50% de charge. Pour les professions libérales, c'est à 70 000 € avec un abattement de 34%. Mais par contre, attention, le seuil de la franchise en base de TVA n'a pas été augmenté. C'est-à-dire que pour une activité de négoce, on peut être auto-entrepreneur jusqu'à 170 000 €, mais on sera assujetti à TVA à partir de 83 000 €. Et pour les prestations de service, on peut aller jusqu'à 70 000, mais on sera assujetti à TVA à partir de 33 000 € de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, de ce chiffre d'affaires, il faudra collecter de la TVA et le reverser au fisc. Donc voilà, c'était pour les petites nouveautés fiscales pour la loi de finances 2010. Bon, ça va, vous êtes encore entiers. Bon, allez, le Beaujolais vous attend derrière, il y a du vin, il y a des softs, et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Vous n'hésitez pas, et encore merci d'être venus ce soir.